Massa al-Khir. Alors, mes chers consoeurs, mes chers confrères, bonsoir. Bien sûr, je vous demande de féliciter à votre tour les membres de MG et les encourager par votre présence pour ce beau congrès. Donc, je me présente, je suis le docteur Amiri, je suis un médecin privé à Tétouan. Donc, je vais essayer de modérer cette séance, cette première partie de cette séance, avec deux éminents orateurs, professeur Huria Tabach. أنا قلت له في الأول طباش قالت لي لا سبيت طباخ donc vous êtes d'origine allemande effectivement قالت لي لا رجعت شويه للور كتلقى لي المانيا حيت قلت لها اخ عندنا قليله شويه في المغرب. Alors j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Hin Tabach qui est radiologue au CHU Casablanca et les membres de la Société marocaine de radiologie. Il a une spécialité de la radiologie digestive et la radiologie des urgences. Il va nous parler, c'est des cas cliniques d'échographie des voies biliaires en médecine générale, parce que, comme vous le savez bien, pratiquement tous les médecins généralistes ont maintenant un échographe. Beaucoup d'entre eux ont fait le diplôme, mais il y en a des médecins qui n'ont pas de diplôme, mais quand même, ils utilisent et ils travaillent avec un échographe, et ces cours de formation continue, vraiment, sont d'une utilité importante. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je vous cède la parole tout de suite. Merci, professeur Hin. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie, docteur Amiri. Je remercie l'ensemble des organisateurs, du comité d'organisation, de m'avoir invité pour participer à ce 13e congrès national de médecine générale. Et à mon tour, ça fait un grand plaisir, c'est un honneur d'être parmi vous et de participer à travers ces cas cliniques d'échographie des voies biliaires. Comme elle a dit docteur Amiri au départ, c'est une échographie que je pense chaque médecin généraliste l'exerce, c'est son quotidien, comme c'est le cas pour nous. Et donc, on reçoit tout le temps des malades avec bien sûr une demande d'échographie ou bien une demande d'échographie surtout hépatobiliaire, soit dans le cadre d'urgence, soit dans le cadre d'une pathologie froide. Et on commence tout de suite, d'accord, par cette petite vignette clinique, parce qu'on va voir des cas cliniques. On va essayer de démystifier et illustrer bien sûr cette pathologie à travers des images, à travers des cas cliniques. Alors ma première petite vignette clinique, c'est une jeune patiente de 36 ans qui se présente ou bien se plaint de douleurs de l'hypocondre droit. Alors chez qui, bien sûr, en premier examen qu'on va réaliser, c'est un examen qui est accessible, c'est un examen qui est à la portée de tout le monde, elle est anodin, et donc directement, chacun de nous, que ça soit spécialiste, que ce soit généraliste, elle va poser sa sonde sur l'hypocondre droit, d'accord, pour voir bien sûr ces images. Alors voilà les images qu'on a trouvées chez cette patiente, et comme vous le devinez tous, il s'agit bel et bien d'une vésicule biliaire, d'accord, et c'est une vésicule biliaire, si on le voit correctement, on trouve qu'elle est bien sûr pathologique. Voilà, le pointeur, ça ne marche pas. S'il vous plaît, pour le pointeur. D'accord. Ah, d'accord, sur l'écran, d'accord, très bien. Non, pas encore, on n'a pas arrivé. On est dans la deuxième slide. D'accord. Alors, sur l'écran. Ça va être difficile pour moi, je préfère utiliser la souris. Ça ne marche pas. D'accord, très bien.
Alors, regardez avec moi, on reconnaît très bien l'aspect de la vésicule biliaire. C'est un aspect qu'on le voit, qu'on le reconnaît tous ensemble, d'accord? C'est l'aspect qu'on le voit généralement, c'est-à-dire une forme de poire qui a une paroi, et cette paroi, elle est fine, elle est écogène, comme on le voit ici, voilà. C'est ça la paroi de la vésicule biliaire avec un contenu qui est anécogène. Par contre, si on revient sur notre patiente, on a une paroi qui n'est plus fine, c'est une paroi qui est épaissie. Et quand même, on arrive à différencier les différentes couches de la paroi, une première couche, une deuxième, une troisième. Et donc, on dit c'est une paroi qui est feuilletée, qui est épaissie. D'accord? Et puis, on a le contenu de la vésicule biliaire. C'est un contenu où on arrive à voir une vésicule biliaire qui est enclavée au niveau de l'infundibulum ou bien au niveau du collet vésiculaire. Alors, Cécile, avec bien sûr une patiente qui se présente pour une douleur de l'hypocondre droit, le diagnostic à évoquer en premier, ça va être exactement une cholécystite aiguë simple. Très bien. Alors, voilà ce que ça donne, d'accord, en échographie. On a cet épaississement de la paroi, de la vésicule biliaire, qui est futé, strié, on dit, d'accord, et qu'on doit mesurer. Il faut savoir que l'épaisseur de la paroi de la vésicule biliaire, c'est une épaisseur qui ne doit pas excéder les 3 mm. Du moment qu'elle est au-delà de 3 mm, donc on va parler d'une paroi qui est épaissie. Alors, la question qui se pose toujours, où est-ce qu'on va mesurer cette épaisseur? L'épaisseur de la paroi vésiculaire se mesure sur son versant antérieur et non pas sur versant postérieur. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'on est plus à l'aise, on est plus fiable, on est plus correct en la mesurant au niveau bien sûr de la paroi antérieure, du moment qu'on a une interface qui est fine avec bien sûr le parenchyme hépatique, et donc notre mesure va être correcte. Contrairement à ce qui se passe au niveau de la paroi postérieure, et vous voyez ici par exemple chez cette patiente, on a l'interposition gazeuse par le contact de la vésicule biliaire avec les anses digestives, et donc à ce niveau, je peux mesurer la vésicule biliaire, mais par contre à ce niveau-là, d'accord, ça me paraît difficile de la délimiter en extérieur. Certes, la paroi interne, elle est là, d'accord, ou bien la couche interne, on la voit, mais la couche externe, j'arrive pas, peut-être c'est celle-là, peut-être l'autre, et donc pour être plus correct, il faut aller la mesurer sur la paroi antérieure. Donc voilà ces signes, d'accord. Donc on a dit un épaississement pariétal avec un aspect feuilleté de cette paroi striée, et puis la présence de calculs, d'accord. Et un troisième signe élémentaire, c'est la distension de la vésicule biliaire. Comment on va savoir qu'il y a une distension de la vésicule biliaire? Il y a également des mensurations. C'est ce diamètre antéro-postérieur qui normalement, à l'état normal, chez une patiente normale, ne doit pas excéder les 4, d'accord, centimètres. Voilà, du moment qu'il dépasse 4 cm, on va parler d'une vésicule biliaire qui est distendue. Très bien, alors tous ces éléments, ils vont évoquer, d'accord, sur l'échographie, le diagnostic d'une cholécystite lithiasique simple, aiguë, d'accord. Mais il y a un élément, et c'est l'élément le plus fiable, le signe le plus fiable, et c'est l'équivalent au signe de Murphy clinique positif, c'est la douleur exquise qui est provoquée lorsqu'on pose la sonde ou bien on provoque une douleur par, bien sûr, la compression par notre sonde. Alors, du moment que la patiente sursaute ou bien elle rapporte une douleur atroce en regard de la vésicule biliaire, c'est l'équivalent clinique de ce qui se passe cliniquement. Et donc, on dit un signe de Murphy échographique positif. Et c'est le signe le plus fiable. Même si, c'est-à-dire, vous posez votre sonde et vous ne trouvez pas un épaississement et vous avez un signe de Murphy échographique positif avec un calcul, vous êtes en mesure de dire qu'il s'agit bel et bien d'une cholécystite aiguë simple lithiasique. Même en l'absence d'un épaississement pariétal, parce que cet épaississement pariétal il n'est pas uniquement spécifique d'une cholécystite simple aiguë. On va le voir, bien sûr, dans d'autres entités pathologiques qui n'ont rien à voir avec, bien sûr, la pathologie simple lithiasique. Voilà ici, sur cette image échographique, où on voit une paroi qui est épaissie sur son versant antérieur. D'accord, les différentes couches, elles sont striées, d'accord, feuilletées, c'est-à-dire j'arrive à voir une couche, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Mais c'est différent à ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Certaines de ces couches, elles sont discontinues, d'accord, avec bien sûr de liquide qui est en train de s'infiltrer, d'accord, au sein de cet épaississement pariétal feuilleté, bien sûr.
Deuxième élément, ce que regardez ici au niveau de la paroi, c'est une paroi qui n'est plus échogène, qui n'est plus régulière, mais c'est une paroi qui est irrégulière. Regardez les contours, que ça soit au contact du parenchyme hépatique, que ça soit on regarde la lumière vésiculaire, il est irrégulier. Et on a perdu cet aspect qui est hyper échogène, et il va devenir hypoéchogène par rapport même au parenchyme hépatique, alors que normalement, la paroi de la vésicule biliaire, elle est plus échogène que le parenchyme hépatique adjacent. Un troisième signe, d'accord, on a toujours cet épaississement de la paroi de la vésicule biliaire avec un contenu microlithiasique. On a plusieurs microlithiases, d'accord, au sein de la lumière vésiculaire avec bien sûr cet épaississement de la paroi. Mais au sein de cet épaississement de la paroi, on voit une petite collection fusiforme qui est à contenu, on va dire, échogène. On n'a plus ce contenu qui est un échogène normal de la vésicule biliaire, mais c'est un contenu échogène, c'est ce qu'on appelle par une collection pariétale ou bien un abcès de la paroi vésiculaire, un abcès pariétal. Pardon. Cinquième élément, bien quatrième, d'accord, élément diagnostique, ce que, regardez, c'est une coupe de la vésicule, passant par la vésicule biliaire, on coupe axiale, et on voit très bien une coupe qui est ronde, l'épaississement pariétal qui est très important, avec une infiltration du parenchyme autour, on n'arrive pas à faire la part des choses entre la paroi et le parenchyme adjacent, et regardez avec moi le contenu de la vésicule biliaire. On a une pseudo-cloison, d'accord, c'est une fausse membrane qu'on voit à l'intérieur de la lumière, qu'il ne s'agit pas d'une cloison, mais c'est une pseudo-cloison, une fausse membrane. Le cinquième élément, d'accord, en plus de l'épaississement de la paroi de la vésicule biliaire que vous voyez ici, d'accord, elle est très épaissie la paroi, on va dire de là jusque là, et le contenu de la vésicule biliaire, c'est un contenu qui est très échogène, un contenu voire hyper échogène par rapport au parenchyme, bien sûr, hépatique qui normalement doit être anéchogène liquidien. Alors, l'ensemble de ces éléments, à savoir l'épaississement feuilleté de la paroi hypoéchogène et régulière, l'abcès pariétal, les fausses membranes ou pseudo-cloisons et l'hémorragie intravésiculaire, c'est l'ensemble de ces éléments. Elles permettent de poser le diagnostic de ce qu'on appelle une cholécystite gangréneuse. Alors, cette cholécystite gangréneuse, c'est une forme qui est grave. C'est l'évolution tout simplement d'une cholécystite simple, aiguë, qui n'a pas été correctement et convenablement prise en charge. Voilà, des fois, devant des situations pareilles, on complète toujours par un autre moyen d'imagerie, soit pour poser le diagnostic ou bien pour être plus exhaustif dans notre bilan. Et voilà ce que ça donne en scanner, cette paroi qui est irrégulière et qui est hypoéchogène. Et lorsqu'on va injecter le produit de contraste, elle va pas se rehausser. D'accord? Normalement, à l'état normal, par exemple, devant une cholécystite simple, d'accord? Regardez très bien, la paroi, elle est épaissie. On a des lithiases à l'intérieur, mais c'est une paroi quand même qui se rehausse après injection de produit de contraste, chose qui est absent en cas de cholécystite, bien sûr, gangréneuse. C'est une forme qui est très grave de la cholécystite et comme son nom l'indique, c'est de la gangrène. D'accord, c'est l'aspect de gangréneuse, c'est-à-dire des taches noirâtres qu'on va trouver sur les pièces. D'accord, de cholécystectomie, d'accord, parce que ça nécessite une prise en charge rapide, c'est la résection tout de suite, bien sûr, de la vésicule biliaire pour guetter les complications qui peuvent exposer aux malades, notamment les sepsis et les chocs septiques. Alors, deuxième ou bien troisième catégorie des épaississements qu'on peut rencontrer au cours des échographies qu'on va réaliser pour des patientes, d'accord, qui viennent pour des douleurs de l'hypocondroïde, que ça soit dans un cadre infectieux ou sans fièvre associée. Et si vous l'avez remarqué, on parle de patiente. Alors, c'est une pathologie qui est à prédominance féminine par excellence. Donc, on dit qu'une femme sur 5, d'accord, peut faire, bien sûr, une lithiase de la vésicule biliaire. D'accord. Donc, regardez, on a un épaississement de la paroi de la vésicule biliaire. Elle est bien épaissie, elle est feuilletée, d'accord, striée. On arrive à démystifier ou bien à différencier les différentes couches, bien sûr, de la vésicule biliaire. Mais par la suite, regardez, j'arrive à ce niveau-là, hop, il y a une section, d'accord, il y a une discontinuité de la paroi de la vésicule biliaire. Donc, la paroi, elle est rompue, d'accord, c'est une vésicule biliaire qui est rompue et qui va se continuer par une petite collection que vous voyez ici, adjacente à ce site de rupture, de perforation, ce qu'on appelle cette fois-ci un abcès
pas pariétal, mais un abcès qui est périvésiculaire. Il est adjacent à la vésicule biliaire et qui est venu compliquer cette perforation, d'accord, parce que le contenu, on est dans un tableau infectieux, le contenu probablement, c'est depuis, donc passage à travers cette collection, à travers cette perforation, à travers cette solution de continuité, pour donner bien sûr une petite collection adjacente, c'est ce qu'on appelle par la cholécystite perforée. Alors, la cholécystite perforée, d'accord, on peut distinguer deux cas de figure ou bien deux entités selon le siège, bien sûr, de la perforation. Et regardez ici sur le scanner, d'accord, on distingue, en fait, pour la vésicule biliaire, selon son siège, d'accord, soit elle est accolée au parenchyme hépatique, d'accord, comme ici, c'est cette interface-là. Il y a une autre interface, c'est l'interface qui s'ouvre sur la cavité péritoniale. Et à ce niveau-là, les différentes tuniques, leur composition, elle change. Alors, en contact du parenchyme hépatique, on a la couche épithéliale, la musculeuse, la muqueuse, et pour la sérose, elle n'existe pas, d'accord? Mais par contre, sur cette couche-là, cette interface, on regarde la cavité péritoniale, on a la séreuse, ce qui rend cette membrane ou bien cette paroi, d'accord, plus rigide, et donc on dit une paroi qui est péritonisée, une paroi interne qui n'est pas péritonisée, juste par absence de séreuse à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique, l'envahissement plus rapide si on a des processus, que ça soit infectieux, que ça soit tumoraux, du côté du foie, plutôt que du côté du péritoine. Alors, si on a la perforation de ce côté, et c'est le siège le plus fréquent, comme vous le voyez ici, d'accord, nous avons une paroi, après une petite solution, une autre, une troisième, une quatrième, la même chose ici qu'on le voit, et donc il va se compliquer par des petits abcès qu'on appelle des micro-abcès, comme vous le voyez ici au niveau de segment 4. Et ces micro-abcès, ce sont les complications, ou bien ils sont secondaires à cette perforation de la paroi de la vésicule biliaire. Par contre, on peut, même si la paroi au niveau de sa face péritoniale, elle est rigide, elle est solide, mais on peut avoir des solutions de continuité, des perforations à ce niveau-là. Et là, c'est l'évolution dramatique vers la péritonite. On dit péritonite biliaire. Et donc, il faut la prendre chirurgicalement, d'accord, tout de suite, parce que c'est une urgence qui est extrême. Des fois, en dehors de ces micro-abcès, on peut avoir des collections qui sont très importantes et ça nécessite, d'accord, une prise en charge, que ça soit un drainage radiologique, d'accord, guidé par échographie, ou bien, si les choses ne le contre-indiquent pas, on peut passer directement vers, bien sûr, une mise à plat, d'accord, chirurgicale. Alors, on a vu la cholécystite aiguë et simple, la cholécystite gangréneuse, la cholécystite perforée, d'accord? Et vient par la suite, d'accord, cette image que ceux qui font l'échographie, c'est une image qui est spécifique un petit peu, très reconnaissable. Pour ceux qui ne le font pas, d'accord? C'est une image qu'on va rater pour la première fois, une seule fois, mais pas plus. La deuxième, on va pas la rater. Alors, on va voir c'est quoi. D'accord. Regardez cette image. D'accord. On est en train de faire l'échographie. D'accord. Je suis en sous-costale. D'accord, de l'écho-précurrente, je trouve cette image. Je cherche la vésicule biliaire, je la retrouve plus. Je passe par différents coupes, que ce soit les coupes trans, les coupes bien sûr longitudinales. On passe en inter bien sûr costal et toujours je tombe sur cette image qui est fine, hyper échogène, bien sûr avec ce camp d'ombre postérieur. J'arrive pas à me retrouver, je retrouve plus l'aspect de vésicule biliaire en poids avec une lumière anéchogène et une paroi fine. Lorsqu'on retrouve cette image-là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une vésicule biliaire porcelaine. Très bien. On a dit que c'est une image, si on la reconnaît une fois, on va pas la rater la prochaine fois. Très bien. Alors, la vésicule porcelaine, voilà cette jolie image, d'accord, très caractéristique en scanner. En scanner, elle est évidente, mais en échographie, on la rate la première fois, la deuxième fois, non plus. Donc, la vésicule biliaire porcelaine. Alors, regardez avec moi également cette image. C'est une image qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure de la vésicule biliaire porcelaine, mais avec une différence. La vésicule biliaire porcelaine, l'image, elle est fine, arciforme, hyperéchogène, qui donne bien sûr, d'accord, un artefact, ou bien qui donne un camp d'ombre postérieur. Et cette image, elle n'est pas, il y a une seule interface.
Par contre, sur l'image à ma droite, il y a, je pense, deux interfaces. Il y a une première interface qui est au contact du parenchyme hépatique et il y a une deuxième interface et très probablement, cette deuxième interface, c'est elle qui est responsable de ce cône d'ambre postérieur. Et donc, je peux dire que j'arrive à délimiter la paroi de la vésicule biliaire qui est bien sûr échogène, régulière, et puis à l'intérieur, il y a un agencement, un amas de microlithiases qui sont agencées l'une à côté de l'autre pour donner cette, bien sûr, deuxième interface avec un cône d'ambre postérieur. Alors, c'est ce qu'on appelle, d'accord, on n'arrive pas à voir la lumière de la vésicule biliaire, directement une paroi avec, bien sûr, des lithiases à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle par la vésicule biliaire scléro-atrophique Bravo. Alors, la règle et la leçon, on ne parle jamais de vésicule biliaire scléro-atrophique chez un malade qui n'est pas à jeûne. Il faut exiger un jeûne de moins 6 heures pour dire que c'est une vésicule biliaire scléro-atrophique. Que ça soit lithiasique ou non lithiasique, il faut absolument que le malade soit à jeûne de moins 6 heures. Pourquoi? Pour la simple raison, un malade qui vient de manger, il a vidé sa vésicule biliaire, donc les parois, elles vont être ratatinées, et donc on aura une fausse image de vésicule biliaire scléro-atrophique. Très bien. Alors, la même image qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir, d'accord? Toujours une ligne qui est hyperéchogène, d'accord? Avec un artefact en arrière. Je vais la comparer avec la vésicule porcelaine. Il y a une petite différence, en fait, j'arrive à définir deux petites différences. La première différence, c'est que les deux lignes, elles sont hyperéchogènes, mais celle-là, elle est plus brillante, je la vois mieux, ça brille, mais par contre, celle-là, elle est échogène. Et puis, le deuxième élément, et c'est ça le plus important, d'accord, pour la vésicule porcelaine, on a un cône d'ambre postérieur, c'est noir, mais par contre, devant cette image, cette ligne hyperéchogène, elle génère un artefact qu'on appelle l'artefact de réverbération. Et cet artefact de réverbération en échographie, elle accompagne toujours la présence de bulles d'air ou bien la présence de l'air en général. Voilà l'équivalent sur, bien sûr, une coupe scanographique et vous devez avoir ici une vésicule biliaire avec, bien sûr, une paroi qui est totalement infiltrée d'une part, bien sûr, des bulles d'air. C'est une infiltration gazeuse de la paroi de la vésicule biliaire. C'est ce qu'on appelle par la cholécystite emphysémateuse. Et cette cholécystite emphysémateuse, c'est la forme, à vrai dire, la plus grave des complications ou bien d'évolution défavorable d'une cholécystite aiguë lithiasique simple si il n'a pas pris en charge, d'accord, à temps. Pourquoi? Parce que la présence de l'air, ça témoigne d'une ischémie artérielle de la paroi, d'accord, vésiculaire, et puis d'un processus infectieux, d'accord, qui est généralement dû à des germes anaérobies, d'accord, la présence de l'air en général, d'accord, c'est les germes anaérobies, que ça soit au niveau pariétal, que ça soit au sein d'une collection, au sein d'une vessie, généralement c'est les germes anaérobies. Et qui dit germes anaérobies, c'est l'évolution vers, bien sûr, les sepsis et les chocs septiques, et ça c'est dramatique, et donc il faut le prendre en charge à cette fois-ci dans un milieu spécialisé, dans un milieu de réanimation. Donc voilà, on a vu les différentes sortes de cholécystite, à savoir la cholécystite simple, la cholécystite gangréneuse, la cholécystite emphysémateuse, et puis les différents aspects de vésicule biliaire qu'on peut rencontrer. Très bien. Alors regardez avec moi cette image, on est toujours dans le même cas de figure, d'accord? Une cholécystite qui est emphysémateuse. On a dit que c'est la forme la plus grave. Pourquoi? Parce que, en plus de l'air qui va disséquer la paroi ou bien d'être en intraluminaire de la vésicule biliaire, on peut détecter de l'air, d'accord, en plein parenchyme hépatique. D'accord? Ce qui va nous poser le diagnostic différentiel avec des microlithiases, parce qu'on peut avoir des microlithiases qui sont de siège intrahépatique au sein des voies biliaires intrahépatiques. Mais il y a une petite différence. Les lithiases, en général, ça génère un cône d'ambre postérieur, mais par contre, les bulles d'air, ça donne cet artefact qu'on appelle en queue de comète. C'est un queue de comète, comme on le reconnaît, c'est-à-dire comme ça, mais pas un cône d'ambre, d'accord, postérieur. Alors, on a une vésicule biliaire qui est emphysémateuse, peut-être on l'a confirmé sur le scanner, mais en même temps, j'ai de l'air, d'accord, en intraparenchymateux. De l'air en intraparenchymateux, ça veut dire qu'elle va être au sein des voies biliaires. C'est ce qu'on appelle par de l'aérobilie.
d'accord? Et si on a une cholécystite inflammée, une vésicule inflammée emphysémateuse, il y a de l'air qui dissèque la paroi, de l'air en intraparenchymateux, ça veut dire qu'on a une vésicule biliaire qui s'est fistulisée au niveau de ses voies biliaires, ce qui va être à l'origine de cette aérobilie. D'accord? La vésicule biliaire, elle peut également fistuliser, d'accord, comme c'est le cas ici sur ce scanner, au niveau du tube digestif, vu qu'on a dit, d'accord, c'est l'organe, l'adjacent, d'accord, du côté péritonisé par rapport, bien sûr, à cette vésicule biliaire. Et regardez très bien ici, on a la fistule, on dit biliodigestif, c'est une communication entre la vésicule biliaire et le duodénum à ce niveau-là, d'accord, et vous voyez le passage, d'accord, des lithiases initialement intravésiculaires qui sont accouchés ici au niveau de l'angle duodéno-jejunal. Et bien sûr, regardez, bien sûr, il y a l'aérobilie, donc la fistule a été faite au niveau du duodénum et au niveau même des voies biliaires intra-hépatiques. Alors, cette aérobilie, il y a une petite remarque, pas toujours pathologique. Si on est devant un tableau qui est symptomatique, c'est-à-dire on a de la fièvre, on a un épaississement de la paroi de la vésicule biliaire, tout un contexte clinique, on peut dire que c'est une aérobilie, une fistule. Mais par exemple, un malade, ça peut être un signe rassurant, l'aérobilie, lorsqu'un malade qui est suivi pour un cancer du pancréas et qui n'est pas résécable et qu'on va bien sûr éviter cette dilatation des voies biliaires intrahépatiques, cette augmentation atroce ou bien cette augmentation très élevée de la bilirubine. Donc, on fait une dérivation biliodigestive. D'accord? Et nous, en tant que radiologue, même pour le chirurgien, lorsqu'il trouve cette aérobilie, d'accord, c'est un signe qui est rassurant et ça témoigne de l'aspect fonctionnel de la dérivation biliodigestive qui a réalisé, d'accord, pour bien sûr soulager, d'accord, ces dilatations des voies biliaires intrahépatiques. Alors, je vous ai mis cette image ici pour vous montrer la différence entre les bulles d'air intrahépatiques, l'aérobilie, d'accord, et bien sûr, d'accord, les images de lithiase intrahépatique. Et on voit très très bien qu'il y a un camp d'ambre postérieur. Par contre, ici, notez bien cet artefact en queue de comète qui est spécifique de tout ce qui est bulles d'air, d'accord, en matière d'échographie, d'accord. Alors voilà, on a vu les principales complications, c'est surtout les fistules redoutables de la cholécystite emphysémateuse. D'accord. Alors je vous ai mis ici deux images, d'accord, où on a un épaississement de la paroi, d'accord, de la vésicule biliaire, on le voit ici très bien, d'accord, on a une couche, une deuxième couche, peut-être ici c'est feuilleté, c'est multistrié et tout, d'accord, et par la suite on voit des images des spots qui sont hyperéchogènes, avec même bien sûr cet artefact, d'accord, de réverbération. Donc on va dire que c'est une cholécystite emphysémateuse. Mais c'est faux. Pourquoi? Pour la simple raison, il faut toujours une confrontation radioclinique. On dit le malade c'est un tout, c'est pas juste des images. Du moment que le malade ne présente pas un contexte infectieux, il ne vient pas dans le cadre d'un tableau aigu de douleur de l'hypocondre droit avec fièvre, avec tout ça, avec la symptomatologie de la lithiase de la vésicule biliaire, il est asymptomatique, donc ça concorde pas, ça va être autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose? Très bien, l'adénomyomatose, d'accord, c'est une entité pathologique particulière où on voit bien sûr, d'accord, cet épaississement de la paroi, d'accord, on va revenir sur ces images, ces spots hyperéchogènes, et puis il y a des inclusions kystiques au sein bien sûr de cette paroi. Alors l'adénomyomatose, sur le plan éthiopathogénique, si on veut comprendre bien sûr la chose, on a dit tout à l'heure que la paroi de la vésicule biliaire, elle est faite de plusieurs couches, de plusieurs tuniques. Il y a bien sûr l'épithélium, il y a la muqueuse, la musculeuse et la séreuse si on est bien sûr de côté péritonisé. Alors, qu'est-ce qu'il arrive de l'adénomyomatose? De l'adénomyomatose, c'est que cette couche épithéliale, elle va s'invaginer au sein de la muqueuse et de la musculeuse. Et cette musculeuse, elle va reconnaître une hyperplasie, d'accord, comme on le voit ici. Et cette invagination va créer ou bien déterminer ce qu'on appelle de petites cavités, qu'on appelle les sinus, d'accord, de Rokitansky à chauffe. Et ces sinus de Rokitansky à chauffe, d'accord, elles peuvent parfois siège de liquide et donner bien sûr ces formations kystiques qu'on voit bien sûr et qui correspondent
à ces invaginations kystiques ou bien à des invaginations, c'est les sinus de Rokitansky. Alors, et pour les spots, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est que le piégeage de faisceaux ultrasonores au sein, bien sûr, de ces cavités, au sein de ces sinus de Rokitansky et qui a donné cette image, et ça n'a rien à voir avec des images de bulles d'air. C'est de fausses images de bulles d'air, donc retenez-le, d'accord, et ceci, bien sûr, on le dit devant un tableau asymptomatique. Si c'était un tableau symptomatique, c'est-à-dire une fièvre, un syndrome infectieux biologique, ça c'est autre chose, je vais le considérer en compte de bulles d'air et je vais bien sûr évoquer le diagnostic en premier de la cholécystite emphysémateuse parce que finalement l'adénomyomatose c'est une pathologie qui est bénigne et qui ne nécessite pas une prise en charge, d'accord, particulière ou bien dans l'urgence immédiate. Alors, cette adénomyomatose, elle peut être diffuse, comme c'est le cas ici, d'accord, on voit plusieurs cavités, d'accord, plusieurs sinus de Rokitansky, d'Achoff, bien sûr, et d'accord, elle peut être diffuse. Comme elle peut avoir l'aspect focal, et donc on peut rater le diagnostic dans ces cas de figure, soit elle peut se localiser au niveau, bien sûr, de fond de la vésicule biliaire, ou bien, d'accord, au niveau de segment moyen de la vésicule biliaire. C'est bon pour maintenant. Vous arrivez à suivre? D'accord, très bien. Alors, lorsqu'on trouve, d'accord, l'adénomyomatose en échographie, d'accord, elle est largement suffisante pour dire, bien sûr, ça y est, c'est une adénomyomatose, on n'a pas de contexte clinique, c'est une découverte fortuite chez un patient qui est totalement asymptomatique, donc on est tranquille, d'accord, il n'y a pas d'urgence, il ne faut pas s'alarmer. Mais si on complète par une IRM pour donner, bien sûr, une belle image, ou bien pour être plus exhaustif, une caractérisation lésionnelle un petit peu plus détaillée, ben regardez, c'est l'aspect qu'on trouve. D'accord, c'est l'équivalent en échographie, c'est-à-dire on a un épaississement pariétal et au sein de cet épaississement, on arrive à voir bien sûr cette cavité, ces sinus, cette inclusion kystique au sein bien sûr de la cavité ou bien au sein de cet épaississement pariétal. C'est ce qu'on appelle par l'aspect en collier de perles. C'est comme des perles qui sont agencées l'une à l'autre, qui est caractéristique en IRM de l'adénomyomatose. Alors, après avoir vu l'ensemble des épaississements les plus fréquemment rencontrés, d'accord, devant, si on réalise une échographie, d'accord, de la vésicule biliaire, que ça soit dans le cadre d'urgence, que ça soit à titre opposé ou bien pour une autre étiologie et qu'on tombe sur des découvertes fortuites, comme c'est le cas de l'adénomyomatose, l'urgence c'est surtout les épaississements, les cholécystites, que ça soit simple, que ça soit emphysémateuse, que ça soit gangréneuse. D'accord, maintenant on va passer à analyser le contenu, c'est-à-dire la lumière de la vésicule biliaire et à quoi on s'attend et quelles sont les pathologies les plus fréquentes qu'on peut rencontrer si on veut bien sûr faire une échographie. La pathologie la plus fréquente, on a dit, c'est la pathologie lithiasique, d'accord? Mais on peut rencontrer autre chose. Et autre chose, on va commencer par ça. Regardez cette image qui est bien sûr à l'intérieur de la vésicule biliaire et c'est une image qui est échogène, d'accord, et elle a une échogénicité, d'accord, qui se rapproche à celle, bien sûr, de la paroi vésiculaire. Elles sont identiques, d'accord. La lithiase, elle est également échogène, mais elle est plus échogène que la paroi de la vésicule biliaire. Et puis, il y a un autre élément, on note une absence de ce cône d'ombre postérieur qui est caractéristique de la lithiase et qui manque pour cette lésion. D'accord. Un troisième élément, d'accord, et c'est ça exactement, c'est le polype de la vésicule biliaire. Alors, ce polype de la vésicule biliaire, elle est tout le temps rattachée, accolée à la paroi de la vésicule biliaire. Donc, on dit qu'elle a un caractère immobile, comparativement à l'image du lithiase ou bien d'un calcul vésiculaire. Alors, comment on va tester, comment on va confirmer ce caractère immobile? Tout simplement, on va mobiliser la patiente. Initialement, la patiente, elle est en décubitus dorsal. On tombe sur cette image, on va lui demander de faire un décubitus latéral gauche. Et si l'image se mobilise, d'accord, c'est une microlithiase. Si ça ne se mobilise pas, d'accord, c'est un polype de la vésicule, d'accord, bilien. Très bien. Alors, les polypes de la vésicule biliaire, elles ont une caractéristique d'être de petite taille, d'accord, et généralement, leur grand diamètre n'excède pas les 10 mm. Quoique, ce n'est pas pathognomonique, ce n'est pas spécifique de polypes. Pourquoi on peut trouver des polypes qui sont géants et qui sont totalement bénins. Mais regardez cette lésion-là, d'accord, et regardez celle-là. Celle-là, d'accord, on a dit pour le polype, d'accord, et c'est l'image à ma gauche.
elle a une échogénicité qui est proche ou bien elle est similaire à celle de la paroi vésiculaire. Sur cette image à ma droite, regardez cette lésion, elle n'est plus échogène comme la paroi de la vésicule biliaire, mais elle est un petit peu moins échogène, elle est hypoéchogène et son échogénicité, elle est similaire à celle du parenchyme hépatique adjacent. D'accord? Donc, elle a les mêmes caractéristiques, il n'y a pas de cône d'ombre postérieure, d'accord? Elle est accolée à la paroi, on mobilise le patient et là, le caractère est mobile, mais on va regarder son échogénicité qui est proche de celle de parenchyme hépatique, on dit elle est hypoéchogène. Alors, dans ce cas-là, c'est le diagnostic de l'adénome, d'accord, de la vésicule biliaire, d'accord? Alors, cet adénome, on va y venir, on va y arriver. Alors, cet adénome de la vésicule biliaire, pourquoi on n'a pas évoqué une tumeur d'emblée? Pourquoi? Parce que c'est une lésion qui reste gentille, d'accord? Donc, même si on n'est pas de lésion gentille, mais elle a des contours qui sont réguliers, elle est petite, quoique la taille, elle peut être inférieure comme elle peut être supérieure à 10 cm, et bien sûr, ça va changer la conduite thérapeutique. Mais l'adénome par rapport au polype, d'accord, en plus de cette échogénicité, l'adénome généralement, c'est une lésion qui est unique, alors que pour le polype qui est de nature cholestérolique, d'accord, on peut avoir une multitude, comme c'est le cas ici sur cette image, ce qu'on appelle par la cholestérolose. C'est de multiples polypes cholestéroliques au sein de la vésicule biliaire, c'est la cholestérolose. Voilà, c'est l'adénome. Alors, regardez avec moi cette image également, d'accord? Et voilà, on dit que c'est une image qui est, si on la compare avec ce polype, d'accord? Elle est échogène par rapport à la paroi. Celle-là, elle est moins échogène, elle est hypoéchogène et identique, bien sûr, au parenchyme hépatique. Donc, il s'agit d'un adénome et ici, il s'agit d'une cholestérolose de multiples polypes cholestéroliques. Très bien. Alors, le polype, c'est une lésion tissulaire. L'adénome, c'est une lésion qui est tissulaire. Le polype, c'est une lésion où on a une inclusion lipidique. C'est une lésion qui est cholestérolique lipidique. Si on allume le Doppler, ça va aider un petit peu dans les choses, en plus de l'échogénicité, en plus de cet aspect qui est hypoéchogène par rapport, bien sûr, à la paroi. Regardez, on a une petite vascularisation à l'intérieur, bien sûr, parce que ça témoigne de la tissularité, de la cellularité, d'accord, bien sûr, de cette lésion. Et donc, il s'agit bel et bien d'un adénome comparativement aux polypes qui sont hyperéchogènes et généralement, ils ne sont pas vascularisés si on allume le Doppler couleur. Très bien. Alors, il faut faire attention, d'accord, devant, bien sûr, cet aspect, parce que on peut le voir, c'est typique, c'est vrai, c'est pathognomonique, c'est très spécifique, elle a une valeur prédictive très positive, mais non, il faut faire attention, tout simplement devant les associations lésionnelles. Si on a une vésicule biliaire comme ça, d'accord, il faut analyser polype par polype. Des fois, c'est difficile. Comme c'est le cas ici, on ne peut pas le faire. Mais au moins, il faut analyser les polypes les plus significatifs ou bien les plus représentatifs, c'est-à-dire qui sont une taille qui est plus élevée, plus augmentée, d'accord? Comme c'est le cas ici, on va analyser ce polype. Elles sont bien, elles sont échogènes, identiques à la paroi de la vésicule biliaire, mais on tombe sur cette lésion qui était au fond de la vésicule biliaire et donc il faut la dégager. On n'est plus devant cet aspect qui est échogène, similaire à celle de la paroi de la vésicule biliaire. Elle est hypoéchogène. On peut penser à un adénome, mais non, on n'arrive pas à délimiter la paroi, d'accord, de la vésicule biliaire. La paroi, elle est totalement infiltrée, d'accord, et même le parenchyme hépatique adjacent, elle est totalement infiltrée, d'accord, par cette lésion. Et donc, c'est une lésion qui est très suspecte. Et donc, c'est très évocateur d'un cancer de la vésicule biliaire qui est en train de s'infiltrer au sein de cette cholestérolose. Et donc, devant une cholestérolose, il faut analyser au moins les lésions les plus péjoratives, c'est-à-dire les plus cibles, c'est-à-dire celles qui sont de grande taille, pour ne pas, bien sûr, louper, bien sûr, un cancer de la vésicule biliaire associé. D'accord. Mais j'ai 45 minutes, je pense. D'accord, très bien.
Alors, nous les radiologues, on adore interpréter les images. Donc, veuillez m'excuser. Alors, la même chose ici, d'accord, même devant des lithiases de la vésicule biliaire, regardez, on a une vésicule biliaire lithiasique, d'accord, je peux passer, bon, c'est une lithiase de la vésicule, c'est des lithiases de la vésicule biliaire qui n'est pas compliquée du moment que la paroi n'est pas épaissie. Mais là, il faut avoir des réflexes. Regardez le fond de la vésicule biliaire. Si je l'analyse très très bien, je vois cette image qui est caractéristique d'un cancer de la vésicule biliaire associé bien sûr à ces lithiases, ces macrolithiases intravésiculaires. Et donc la paroi qui est totalement infiltrée. Donc faire attention. Alors en échographie, devant les lésions, d'accord, vésiculaires, d'accord, soit on est devant un polype, soit on est devant une adénomyomatose, soit on est devant un adénome, d'accord. Et si l'adénome, il faut mesurer le grand axe de l'adénome. Si l'adénome il est inférieur à 1 cm, on est tranquille. Il faut une abstention, que ça soit thérapeutique, que ça soit, d'accord, côté suivi, d'accord. Maintenant, quand l'adénome il dépasse les 1 cm, les 10 mm, il faut faire la cholécystectomie, tout simplement parce que c'est une lésion qui peut dégénérer à n'importe quel moment, d'accord. Devant la suspicion d'un cancer, d'accord, d'une lésion douteuse, il faut compléter par la TDM ou bien l'IRM, d'accord, pour donner un bilan exhaustif, d'accord, qui va bien sûr un petit peu faire la part des choses. Et je pense que je dois m'arrêter. Je ne sais pas, monsieur docteur Amiri, si je continue, j'arrête. Comment? Je continue. Il me reste 3 minutes. Ouais, très bien. Alors très bien, je vais vous le montrer le maximum. Regardez cette image, d'accord? Il y a un condom postérieur, il y a une image qui est hyperéchogène, d'accord? Et je vous montre une autre image. C'est la même chose. Elle est arciforme, elle n'est pas rectiligne. Ça, c'est une image d'une macrolithiase. D'accord? Mais quand je vois une image comme ça rectiligne, d'accord, c'est des microlithiases qui sont agencées l'une à côté de l'autre et qui se donnent ces cônes d'ombre postérieure. Il faut faire attention parce que lorsque je vais trouver une macrolithiase, c'est rassurant et donc je vais pas prendre avec la rapidité. Par contre, les microlithiases, il y a le risque de migration dans les voies biliaires intrahépatiques. Ici, c'est très évident, d'accord, mais c'est une surveillance qui est rapprochée pour guetter bien sûr cette migration au sein bien sûr de la voie biliaire principale, comme c'est le cas ici, d'accord, et qui peut donner bien sûr un ictère cholestatique qui peut être sujet à une consultation. Voilà ce que ça donne, une lithiase au niveau de la voie biliaire principale. Alors, la voie biliaire principale, un dernier message, c'est qu'elle a une mensuration de 7 mm chez la non cholécystectomisée et on peut tolérer jusqu'à 12 mm par dilatation résiduelle. Après, bien sûr, cholécystectomisée, on peut aller jusqu'à 12, 10. Ça dépend de la taille de la personne. En fait, une personne longiligne, c'est pas la même chose qu'une personne qui est de petite taille. Voilà, ici, c'est ma dernière image. Ça va être un empirement cholédocien. C'est l'agencement. C'est comme on a vu plusieurs microlithiases au sein de la vésicule biliaire. D'accord, c'est un agencement au sein de cholédoque, c'est l'empirement cholédocien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Tavar. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentil. Vraiment, c'est une présentation très claire. Je pense pas qu'il y ait de questions, mais n'empêche que s'il y a une ou deux questions, on peut les prendre. Sinon, vous allez trouver toutes les présentations au niveau de site MG. C'est pour ça que je vous demande vivement de visiter notre site où vous allez trouver pratiquement toutes les présentations dessus. S'il y a une ou deux questions, il n'y a pas de souci. Merci professeur pour l'exposé. Oui, d'accord. S'il vous plaît, comment distinguer une aérobilie intrahépatique des images des amartomes hépatiques? Les hématomes hépatiques. Alors, les hématomes, généralement, parce qu'elles donnent les mêmes artefacts et les mêmes, bien sûr, aspects, d'accord. Et ça, on appelle toujours, on fait appel, d'accord, à des, on dit, c'est comme l'aspect de siette, d'accord. C'est des images qui sont kystiques, d'accord, et qui infiltrent le parenchyme hépatique de façon diffuse, mais généralement, on complète soit par l'IRM, soit par le scanner pour donner des images caractéristiques. Je pense que j'avais une image sur mon PC, si vous voulez qu'on vous montre et qu'on te donne, d'accord, la différence entre les deux. D'accord.
C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Et en guise de remerciement et hommage à vous, c'est symbolique. On se met là au milieu. Voilà, ça s'ouvre.